Voilà, bienvenue à vous. Oui, ça a démarré un peu plus tôt que prévu. Bienvenue à vous. Hein, je le dis d'entrée, non que fumer nuit à la santé, mais ce ne sera pas un numéro de philosophie, mais bien le, si je ne m'abuse, 61e numéro de notre humble magazine sur YouTube de notre funeste Fred. Et si vous nous suivez, vous le savez, nous avons intégré dans un passé encore assez récent, cette séquence que nous avons appelée par la lorgnette du philosophe, où il y a renvoyé à votre plus entière appréciation des fragments de divers philosophes. Alors aujourd'hui, j'espère on va se risquer, s'aventurer, aller savoir, on va se risquer, et je l'espère bien, qu'on ira un peu plus loin, qu'on fera davantage que simplement regarder par la lorgnette du philosophe. Ce bouquin, pour ne rien vous cacher, j'en ai fait l'acquisition samedi. Je me trouvais et je me suis dit plus jamais, je me suis tapé une de ces files, plus jamais un samedi en période. Une des plus grandes librairies du continent européen, une des plus grandes en surface. Je me suis tapé une file pas possible et je me suis dit plus jamais un samedi en fin d'après-midi en période de fête ou d'avant fête de fin d'année, plus jamais. Et d'autant, figurez-vous, que j'étais sur le point de rentrer bredouille. Je ne l'avais pas trouvé au rayon philo où je m'attendais de façon toute, bonasse, nous dirons, à le trouver. Non, il ne l'avait pas mis en rayon philo, il l'avait mis d'une façon peut-être pas tout à fait innocente dans le fond. Notre livre, il l'avait mis au rayon politique, et oui, c'est qu'il est sorti son dernier livre. Il n'en est pas à son notre ami, il n'en est pas à, son coup d'essai. Il est sorti le nouveau livre de notre ami Loïc Chéniaud, chez nos amis des éditions Delga et ne serait-ce que, pour le nombre de pages, bon, soyons sérieux, pour sûr, dans, son intensité et dans son intention de viser, oui, dans sa densité, dans son intention de viser dans sa totalité la production livresque, l'œuvre, la pensée d'un philosophe, en l'occurrence Michel Clouscar. Je pense que sur Michel Clouscar, c'est probablement à ce jour l'ouvrage le plus important qui lui aura été consacré. Il est ici, vous allez voir la couverture avec ce photomontage des éditions de Delga. Michel Clouscar, vraisemblablement aux alentours de, nous dirons la cinquantaine. Voici le nouveau livre de Loïc. Le bouquin qui va nous retenir, pour ainsi dire, tout au long de ce 61e numéro, Michel Clouscar, intitulé Michel Clouscar et sous-titré. Le titre, on y revient dans quelques instants, Genèse et structure du néo-capitalisme. Oui, ce n'est pas un numéro de philo, le bouquin, je n'ai pas, vous vous doutez bien, j'ai pas eu le temps d'aller terriblement loin depuis son acquisition ce samedi dernier. Nous sommes lundi soir à l'heure où nous enregistrons, 22h03 précisément. Oui, non, je ne peux pas en avoir fait la lecture dans sa totalité, dans son intégralité de l'ouvrage et humblement je me baserai sur ce que je sais. Aussi bien de Michel que de Loïc, Michel Clouscar, Loïc Chéniaud, de ce que je sais d'eux et de leur production, de leurs œuvres respectives, voilà, humblement des antécédents perso de votre serviteur, pourquoi pas. Je vais faire là encore de mon mieux et en philo, oui, encore, oui, comme ça, voilà, comme ça, hein, oui, dans le geste, le mouvement, tout y est encore un peu et tu vas t'y croire. Continue Fredo. Alors, redevenons sérieux, s'il vous plaît. Prolégomène en philo, ça désigne des notions initiales. Corrigez-moi au besoin, des notions initiales avant d'aller voir plus loin dans une matière et au besoin. Je dis bien au besoin, je pense que oui.
J'ai choisi de vous faire lecture, pour commencer, pour vous en lire de notre nouveauté, de notre livre. J'ai choisi de vous faire lecture de 2 notes, 2 fragments en bas de page. Mes bigleuses, je les ai, alors nous allons à la bonne page. Ce sont 2 articles en bas de page, en page 16-17 en vis-à-vis. D'abord sur la praxis. Et je ne pense pas, ce n'est pas la première fois. Il y a longtemps déjà, j'ai dû vous donner une définition de ce qu'était l'apraxis, sous la plume. Un fragment d'un de ses livres, à lui, à Michel Clouscar, une définition qu'il avait donnée de l'apraxis, et ici c'est en rapport avec Clouscar sous la plume de Loïc, c'est que l'apraxis, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'apraxis, qu'est-ce que ça désigne? Ça désigne l'activité humaine concrète et collective. Concrète, collective, par laquelle je ralentis un peu le rythme, et c'est voulu, au besoin, chers amis, hein, par laquelle, oui, je reprends, donc la praxis désigne l'activité humaine concrète et collective par laquelle les individus transforment les conditions matérielles de leur existence, intégrant dialectiquement la production et les relations sociales comme moteur de l'histoire et de la conscience. Moteur de l'histoire et de la conscience. Et il faut se dire que la structure structure le sujet. Et le sujet, par l'entremise de l'histoire, et donc par la praxis, agit sur la structure, hein. On a saisi, ça c'est la praxis. Et maintenant au sujet d'un terme qui immanquablement reviendra assez souvent, au sujet de ce qu'on nomme phénoménologie. Chez Kluskar, on parle de phénomène, on y revient dans quelques instants aussi, on parle de phénoménologie de l'apraxis. Et Kluskar parle de phénoménologie, nous dit Loïc, pour désigner la mise en scène des apparences dans les sociétés capitalistes, notamment dans la consommation et les rapports sociaux. Il s'agit de ce qui se donne à voir immédiatement, mais qui masque, voilà, ça c'est très important, je crois, sans m'abuser encore, de ce qui masque, il s'agit de ce qui se donne à voir immédiatement, mais qui masque en réalité des rapports de production, de consommation et les structures de domination, hein. Et ce ne sera pas davantage m'abuser d'avancer ici, en guise de formule, de parler du gommage du procès de production, du travail du procès de production, hein. Il ne faudra pas, en guise d'échantillonnage des représentations dans le vent, en vogue, à succès, hein, pour le formuler comme vous voudrez. Vous avez saisi encore une fois des représentations aussi bien par le biais du cinéma, de la culture de masse. Il y a ça, hein, on le remarquera très très vite, ça, ce gommage du travail, du procès de production. C'est que l'ouvrage, notamment, il aborde pour question comment notre philosophe Michel Clouscar, pour ne pas le rappeler hegeliano-marxiste, hmm, oui, d'inspiration hegeliano-marxiste, dialecticien, comment Michel Clouscar, philosophe et sociologue, en est-il venu, à partir des années, progressivement, à partir des décades 60-70 du siècle dernier, à procéder? Comment en est-il venu à penser, à repenser les catégories du marxisme dans le cadre de son analyse d'un procès de production, en l'occurrence de son analyse du capitalisme d'après-guerre, d'après 1945, et on n'est pas sans ignorer
Je vous l'apprendrai, au besoin. Je vous l'apprendrai peut-être le cas échéant. Michel Clouscar, il aura été l'un des premiers dans le cadre de cette étude, de cette analyse-là, d'un procès de production. Il aura été le 1er à la relier, à relier, l'épisode de 68, de mai 68, dans une perspective, le reliant, il avait été l'un des premiers à opérer comme ça, reliant mai 68. On y reviendra un jour, si ça vous dit, reliant mai 68, le reliant au plan Marshall, oui. Hein, alors comment en est-il venu à penser, repenser ces catégories marxistes dans le cadre de cette analyse, pardonnez-moi, de cette analyse-là? Je vais peut-être prendre une gorgée de café et ça ira mieux. Aujourd'hui, il me semble qu'on parle beaucoup, plus que d'habitude. Voilà, pardonnez-moi. Alors, oui, une analyse marxiste du procès, d'un procès de production capitaliste d'après 1945, qui qu'on pourrait, comme le fait Loïc, allez, en formulation, je reprendrai, les mêmes termes. Il y a 3 grands axes qui se sont progressivement dessinés. La critique, d'abord la critique du néo-kantisme, en tant que, oui, de ce qui est devenu, de ce que Kluskar a perçu de plus en plus comme l'idéologie, de ce qu'on appelait la bourgeoisie. Si vous préférez, ce sera toujours valable, à mon sens pour sûr, hein, si vous me permettez, à mon sens pour sûr. Les classes possédantes, en tant qu'idéologie de ces classes possédantes, le néo-kantisme, avec séparation sujet-objet, pour aller droit au but, on se rend compte que ça aboutit en définitive, cette volonté de scinder comme ça, sujet et objet en philo, en phénoménologie, ça aboutit à quoi? Eh bien, à ce dont on parlait il y a quelques instants, ce gommage, hein, cette mise, oui, à mettre sous le tapis, à évacuer carrément toute dimension. Comprenez, toute dimension. On parlait du gommage du travail, du procès de production. Eh bien, il faut entendre le gommage et l'évacuation en définitive, oui, de toute dimension historico, dans le sens que vous voulez, hein, de toute dimension historico-philosophique, historico-philosophique ou politico-philosophique, hein, ou politico-historique, historico-politique, des choses, hein, du procès de production partant, de l'analyse dans une volonté de saisir la totalité. Saisir la totalité dans l'analyse des rapports sociaux, aussi bien en compagnie de Michel Clouscar sur le plan des mœurs, des loisirs, hein, et oui, il a traité des mœurs, des loisirs, des désirs. C'était dans le titre d'un de ses premiers ouvrages en 72. Les mœurs, les loisirs, les désirs dans le cadre, mettons, de ce on peut voir aussi comme la structure idéologique, hein, saisie dans une perspective, dans une volonté de saisir au mieux la totalité et 3 grands axes. Donc il y a ces 3 grands axes qui se sont dessinés. D'abord la critique du néo-kantisme, avec cette évacuation de la dimension politico-historique des faits, partant notamment, dans l'approche de l'histoire, dans l'étude, des faits historiques, croyez-moi, ce n'est pas peu de choses, en vérité. Alors le 2e grand axe après la critique, de ce néo-kantisme, de cette pensée, si vous préférez néo-kantienne, il y a eu, on en parlait il y a quelques instants, cette phénoménologie de la praxis. Voilà, histoire de joindre cette fois les 2, hein, c'est le 2e grand axe chez Clouscar. Si on devait résumer de façon dit humblement, et j'insiste, humblement, dans le chef de votre serviteur, s'il vous plaît, humblement, dit une fois encore, le champ philosophique n'étant pas de ma spécialité, mais je suis incorrigible, vous savez, j'aime bien vous présenter ce genre de livre dans le cadre de nos funestes frettes. Alors le 2e grand axe, pour y revenir, une phénoménologie,
de l'apraxis sur le mode matérialiste, phénoménologie matérialiste de l'apraxis. Et le troisième axe renverra lui aussi à l'un des premiers livres publiés dans les années 70. Le capitalisme, c'est l'étude de ce que Kluskar a perçu là comme, souvenez-vous, au besoin. Le capitalisme, ou alors je vous l'apprends et j'en suis ravi, de ce qu'il avait appelé à partir d'un moment son capitalisme de la séduction, avec la citation «Tout est permis, rien n'est possible», et a fait l'objet, qui a été reprise, et ce sera, à ma connaissance, la seule mention oui, dans la production musicale de l'époque, la seule mention de Kluskar chez Bernard Lavilliers, un album, de nanar s'était appelé comme ça, mais les paroles ne renvoient pas, à proprement parler non plus, ne renvoient pas spécialement, je le dis, mais et j'y tiens, ne renvoient pas spécialement à la philosophie de Kluskar ou, en vérité, bien peu, mais vous pouvez trouver que la musique et partant la chanson aussi, c'est du bon, hein, indépendamment, c'est pas interdit, mais le titre, pour sûr, faisait référence à ça. Tout est permis, rien n'est possible, du capitalisme, de la séduction, oui. Je vous ai lu ces prolégomènes, hein, en guise, de présentation de la praxis aussi bien que de la phénoménologie, et si on s'aventure plus loin dans l'ouvrage que je n'ai pas eu, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, dans cette prise aussi, sinon tant pis, peut-être pardon, avec ma mémoire qui fonctionne, comme un gruyère, hein, c'est l'une des raisons pour lesquelles je fais ces vidéos aussi, histoire de l'entretenir un peu, de mon mieux, j'espère. Alors oui, où en étions-nous? Si on s'aventure un peu plus loin, on verra que, il n'est pas interdit non plus, je faisais référence à la chanson de Lavilliers, car on va y revenir. Nous avons affaire tout de même à un auteur, qui aura connu une longue, bien longue, on y revient, hein, aventure de la margin son aventure à lui, aux confins de la marginalité, si, vous aimez, si vous préférez sa traversée du désert à Kouskar. Oui, on y revient, et si on s'aventure plus loin, il n'est pas car il c'est pas interdit de même de tenir compte, des années, ça fera bientôt 17 ans, oui. Si, mon compte est juste, il y aura 17 ans le 21 février 2009, Michel Clouscar prenait congé de nous. Ça fera 17 ans le 21 février prochain, alors, 17 années qui se sont écoulées, et il n'est pas interdit de prendre en compte sur le plan technologique toute une série d'éléments, hein. Je pense que encore une fois, là, ça parlera de soi, hein, et si j'aimerais bien reprendre en guise de formulation ce qui est, car je trouve ça fort bien dit en vérité. Loïc, lui, nous parle, permettez, hein, j'aimerais donner les termes exacts, il nous parle, je pense, de précarité, d'abord de précarité, écoutez bien, précarité algorithmique. Il faut tenir compte, en effet, ben, je lis la phrase, hein, comme, voilà, nous sommes dessus, tant qu'à faire. Comment? Il n'est pas interdit d'étudier aussi, en regard de tout ce qui a déjà été dit, d'étudier comment les nouvelles formes de précarité algorithmique, comme c'est bien dit, de précarité algorithmique et de dépendance numérique, ça parle de soi, remettent en question certaines des anticipations politiques de Kluskar. D'où, bon, ça ne change rien sur le plan du fond, ceci dit, hein. Oui, ça remet en question, il est vrai, certaines des anticipations de Kluskar, tout en conformant, tout pas en confortant, pardonnez-moi, en confirmant, tout en ça ne change rien à la pertinence de fond, vous l'avez compris, hein, tout en confirmant, écrit notre ami Loïc, la pertinence des analyses structurelles de Kluskar, hein. Donc on en tient compte aussi de cet aspect-là, ce qui est fort bien. Bon, si ça vous dit, hein, de la même manière,
Le même procédé, que ce pourquoi nous avons opté il y a 15 jours avec Marx, nous allons nous autoriser, comme c'est assez, technique, nous allons nous autoriser une petite pause ou 2. Alors la première pause, je tiens à oui, le numéro, ne le cherchez plus, j'ai pris la décision hier soir, notre numéro 45. Ne le cherchez plus, il n'est plus de ce YouTube, on ne va pas dire de ce monde, de cette plateforme. Nous avions eu un gros problème sur le plan du son, sur le plan technique, et sans rien dire des conditions assez pénibles. Oui, nous l'avions enregistré dans des conditions moralement assez particulière, ce numéro. Nous venions d'apprendre le décès d'une de nos vieilles connaissances ici dans mon patelin. Et oui, ça n'avait pas manqué. Et en plus, je vous l'avais raconté, les plombs avaient sauté à un moment donné. Il n'y avait rien, franchement, qui était de notre côté ce jour-là. Et notre numéro 45 et qui avait pour titre Au ciel où les cieux ne sont plus. On avait entre autres parlé de Bousquet, du poète Joë Bousquet, et nous remettrons tous les poèmes, aussi bien les poèmes que les textes du 45. Ce sera refait, remis en ligne dans les numéros qui viennent, ça ne tardera pas. Et même si en vérité, mais ça j'y reviens un peu plus loin. En principe, ça doit être refait, N'anticipons pas, on parlait d'anticiper il y a quelques instants. Ce point-là que j'aimerais aborder au sujet de notre magazine, ce sera dans notre seconde pause. Je vois qu'on est dans les temps, ça fonctionne, tout va bien. Alors le 45, tout ça pour dire que j'ai supprimé pour raison de son, j'ai supprimé notre numéro 45 et on remettra en ligne les textes, de très, très bons textes en vérité, ceux que j'avais choisis pour ce numéro-là. Si vous n'êtes pas content, j'en suis désolé, navré, mais je pense que c'était mmh, je n'invoquerai pas même ce qu'on voit en moi, et des fois j'ai du mal à y croire, un certain côté perfectionniste, peut-être, mais ça m'était difficile de ne pas, vous l'avez saisi, encore procéder de la sorte. Et je tenais à remercier, oui, un camarade, encore lui, j'en parlais il n'y a pas longtemps, oui, Radio Prolo Marquis, c'est grâce à lui que je le sais, dans un numéro antérieur de FF, j'avais posé la question comme ça, si on était en mesure de se renseigner, et Marquis l'a trouvé. Il faut croire que, et peut-être, a-t-il davantage ses aises, allez savoir, aux confins de, la science herméneutique, davantage ses aises à lui, le camarade les prend-il ses aises? Le camarade Marquis est-il plus à l'aise? Ne serait-ce que, simplement avec les moteurs de recherche, voilà le fait que, lui, il a trouvé, on essayait de retrouver le titre d'un ouvrage de Stephen King de 1986. Je me souvenais l'avoir feuilleté dans mon adolescence, à cette époque-là. J'étais encore jeune, et d'ailleurs, je me souviens, c'est une séquence qui n'aura pas duré longtemps à l'époque. Quand je taffais en radio le dimanche dans mon émission, j'avais notamment une séquence que j'appelais, pompeusement, il faut bien dire, séquence littéraire alors. J'avais dans les 14, oui, j'étais encore assez jeune, 14-15, et chaque week-end, en partenariat avec une librairie du coin, on nous refilait pour le week-end un ouvrage, et pensez donc, j'avais pas le temps, et surtout pas à cet âge-là, je n'aurais pas eu le temps d'en faire la lecture, mais j'en faisais
comme je le pouvais, du mieux que je le pouvais, encore une fois. Là encore, la présentation, dans mon émission d'alors, mais cette séquence, elle n'aura pas duré très longtemps. Oui, jeune, mais tout de même, j'en ai déjà parlé, réaliste, humain, trop humain, réaliste, trop réaliste, Fredo, je m'étais dit: «Non, je n'ai pas encore, hein, les épaules, la carrure, vraiment pour ça». Si, j'en ai fait l'acquisition de cette carrure un jour, et je ne parle pas, bien sûr, donc là, je crois que c'est une cause tout à fait perdue sur le plan de l'exercice physique. Non, mais c'est une séquence qui n'avait pas duré bien longtemps, et je me souviens avoir eu dans les mains je me souvenais avoir eu dans les mains un livre de Stephen King qui s'ouvrait sur cette citation, sur la traduction française, du titre du premier album des AC/DC, hein. C'était Dirty Deeps Done Dirty Cheap, traduit en français par Les saletés salement faites, et on pouvait lire en préambule de ce livre de Stephen King, Les saletés salement faites, et le livre en question, c'était Shawhawk, le livre de la version livresque. Le film est sorti, forcément le film est venu après, quelques années plus tard. Oui, c'est très fort là. Tu es décidément très fort là, Fredo. Le film est venu après, le bouquin. Noté c'eût pu être, l'inverse si Stephen King s'était en priorité lancé dans oui, ne te trouve pas d'excuses dans la réalisation. Non, ne te trouve pas d'excuses, Fredo. Et c'est dans Shawhawk Redemption qu'il y a les saletés salement faites. À présent, je le sais, 1986, je n'ai jamais été, mais j'avais très envie, de pouvoir me rappeler de l'avoir, cette information. Encore merci à Marquis au passage, hein, qui a trouvé oui, on était ensemble, en communication à ce moment-là, et il avait trouvé en l'espace de quelques secondes, oui, les confins de sa science herméneutique à lui, allez savoir, de l'herméneutique, de l'étude des textes, des livres. Ça sert notamment à désigner ça, herméneutique. Et je n'ai jamais été fan de Stephen King. Le seul, c'est pas ma came, hein. Je me souviens avoir fait lecture une fois d'un bouquin, et on m'a dit, que je devais tenir compte du fait que c'était destiné à un très jeune public. Les yeux du dragon achetés, et ça on dira beaucoup, je crois, pour dire, d'en acheter, 2 livres pour dire d'en acheter un. Acheté chez Belgique Loisirs, et de fait, oui, ça dit tout, je crois. Les yeux du dragon, et j'avais trouvé le style, alors, même si c'était traduit de l'anglais, et que je sais, des fois, les traductions, bon, j'avais trouvé ce style d'une insipidité, mais tout de même, si vous permettez, et encore pardon au besoin, hein, pour les oui, on suce d'un côté assez lisse, et d'une approche politiquement correcte déjà du monde, oui, dans le temps et dans l'espace. Pas possible déjà, à l'époque, j'avais relevé la chose. Bon, hein, pour un auteur réputé pour, oui, pour cette maîtrise de l'horreur, du sanguin, je ne sais trop, mais il n'est pas inter de nouveau, il ne sera pas interdit. Ben non, non, pas interdit. Je ne sais pas si c'est la première fois que j'en parle. C'est ça doit appeler, mmh, de sérieuses réserves, mais on peut observer ce n'est pas la même chose, et de façon très schématique, et appelant ici, pour sûr, pas mal de réserves. Je crois que c'est, Michael Moorcock, écrivain, pour citer un autre écrivain anglo-saxon que j'aurais lu, et apprécié davantage que Stephen King, dont je, pourrais m'autoriser pour sûr à parler davantage. Moorcock disait à un moment qu'il avait le sentiment d'être un mauvais écrivain en tant qu'artiste, en tant que styliste, mais avec de bonnes idées, et ça pourrait désigner pas mal d'entreprises, menées, oui, dans le chef de pas mal d'écrivains. Dans le champ de la littérature anglo-saxonne, on rencontre assez bien
On rencontre assez bien, je dirais, de gens qui ne sont pas très bons comme écrivains, qui ne savent pas vraiment écrire, mais qui ont dans le champ anglo-saxon, qui ont de très bonnes idées. Ce qui a pu, je n'en doute pas, ce qui peut être le cas ou ce qui a pu être le cas de Stephen King. Là où dans notre littérature, d'expression française et je pourrais même cibler, oui, cibler davantage notre littérature française ou même belgo-française, puisque vous, savez d'où je vous parle, de ma Wallonie profonde. On rencontre pas mal d'écrivains qui sont très bons, qui écrivent très bien, qui sont très bons comme artistes, sur le plan du style, des gens qui sont très bons en tant qu'écrivains, mais avec des idées, s'il vous plaît, de mauvaises, de très, oui, vous avez saisi, hein, de très mauvaises idées, des fois, pas seulement dans le champ politico-idéologique, des idées pas terribles, pour ne pas dire, le cas échéant, des idées chiantes, hein. C'est voilà, je n'irai pas jusqu'à dire que ça s'équilibre, mais il n'est pas interdit de mettre ça en vis-à-vis. Oui, les saletés salement faites, c'était à présent, on le sait, merci Marquis, dans la rédemption de Shaok. C'est pas mal, on le refera de temps en temps, comme ça, lancer de petits défis, ce n'est pas interdit. Même à l'époque de Wikipédia et de l'intelligence artificielle, hein. Je sais que je ne suis pas une référence sur le plan pratique, en général, dans l'ensemble, mais perso, je n'y étais pas arrivé tout seul pour sûr. On va revenir au bouquin consacré à Michel Clouscar et à sa genèse, oui, genèse et structure du néo-capitalisme. Je vais vous lire l'introduction d'un chapitre dans ce qu'il m'a déjà été donné de lire. Ça m'a beaucoup plu, hein, car si vous avez oui, j'y pense, si vous en avez un exemplaire, un doublon, hein, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Un prix d'amis, un prix, je ne dis pas même un prix démocratique, un prix compétitif raisonnable, si ça peut signifier quelque chose. Prix compétitif raisonnable, je suis prêt à en faire l'acquisition. Je parle du livre dans la collection des... Je n'ai jamais réussi à mettre la main dessus de Lénine sur les cahiers de la dialectique de Hegel. Dans la collection Idée de la NRF, le cahier sur la dialectique de Hegel de Vladimir Ilitch. Inutile, je le dis, de m'envoyer des liens de vente sur des sites en ligne. Je n'ai pas de webcard. C'est que je ne fais pas d'acquisition de livres de paiement. Je n'ai aucune vie financière pour ça. Je n'utilise pas de webcard pour mes transactions. Alors inutile de m'envoyer des liens pour en faire l'acquisition. Par le biais numérique, ça ne me servira à rien, hein, ou alors on peut s'arranger, mais voilà, oui, on peut s'arranger, hein, pour opérer de concerts, mais je n'aime pas trop. Si vous en avez un doublon, ou si un de ces jours vous mettez la main sur un exemplaire, hein, dont vous n'avez, oui, pas besoin pour vous, bien sûr, que vous n'avez pas l'intention, que vous n'aurez pas l'intention de conserver, mais que vous serez en revanche tout décidé à envoyer dans ma direction, il ne faudra pas hésiter pour ça. Eh bien, le chapitre, il s'intitule, sous la plume de Loïc, un héritage philosophique. Nous avons dit que Michel Clouscar était d'inspiration hegeliano-marxiste. Alors, un héritage philosophique hegeliano-marxiste. Et on va revenir un peu en arrière. Lors de son séjour à Berne, de septembre à décembre 1914, Lénine,
Lénine entreprend la lecture de la science de la logique, c'est le titre exact du bouquin, c'est ça. Lénine entreprend la lecture de la science de la logique de Hegel, du livre, non pas du livre dont j'ai besoin, c'est celui de Lénine, mais du livre d'Hegel qui a inspiré Lénine, si vous me suivez. Les notes qui en sont issues, et qui ont fait l'objet du livre, objet de notre convoitise à nous, les notes qui en sont issues, réunies et publiées telles quelles, sont devenues célèbres par la suite. Elles constituent l'occasion d'un rappel de la relation particulière entre le marxisme, Hegel et la dialectique. En témoigne cet aphorisme qui soutient qu'on ne peut pas comprendre totalement le capital de Marx. On ne peut pas le comprendre totalement sans avoir beaucoup étudié et sans avoir compris toute la logique de Hegel. Mhm. Oui, à bon entendeur, salut, comme dirait l'autre. Ou comme c'est écrit dans le livre, tout de suite après, en conséquence de quoi. Donc, pas un marxiste n'a compris Marx un demi-siècle après lui. Plus loin, il qualifie la dernière page de la science de la logique d'archi remarquable. Hmm. Toujours plus loin, il lit le chapitre sur l'idée. Chapitre sur l'idée en s'étonnant, celui-ci ne contient presque aucun idéalisme spécifique, se dit Lénine, oui, aucun idéalisme spécifique, mais, remarque-t-il, il a comme sujet essentiel la méthode dialectique. La somme et le résumé, le dernier mot et l'essence de la logique, de cette logique de Hegel, c'est la méthode dialectique. Ceci est extrêmement remarquable, Lénine toujours, extrêmement remarquable. Et encore ceci, dans l'œuvre la plus idéaliste de Hegel, il y a le moins d'idéalisme, le plus de matérialisme. C'est contradictoire, mais c'est un fait. Lénine nous laisse ses notes comme prescription et testament, il nous lègue cet héritage théorique pour nous permettre de comprendre l'œuvre de Marx. Et un peu plus loin, oui, ici, à la page suivante, j'aimerais encore vous lire ceci dans le prolongement. C'est-à-dire que Michel Clouscar, oui, Michel Clouscar s'inscrit dans la continuité des auteurs mais qui ont été cités un peu plus haut, dans une période où l'essor du marxisme structuraliste par l'intermédiaire d'Althusser croît aussi. J'y reviens dans très peu de temps. À rebours de cela, Kluskar ne perd aucun réductionnisme, que ce soit un réductionnisme aux strictes conditions matérielles, dont les idées ne seraient que le simple reflet, ni un réductionnisme discursif qui accorderait à la superstructure une quasi-autonomie. Ça, c'était la French Theory. Soit le règne du signifiant sur le référent, pour réemployer ici les termes de la linguistique. Et il y a cet autre passage aussi qui me semble assez important. Oui, oui, les auteurs à la suite desquels, en rapport avec l'étude de la logique de Hegel, dans le prolongement desquels s'est inscrit Michel Clouscar, on peut les citer, Georg Lukács, Lucien Goldman ou même Henri Lefebvre. Et ce que j'ai également souligné pour vous, c'est qu'il y a chez, oui, ça s'inscrit, il y a chez Clouscar, ça s'inscrit, sa démarche. On peut dire ça, sa démarche d'ensemble s'inscrit dans une opposition réelle à l'encontre de ce qu'il est convenu de nommer le diamate stalinien, car pour ce qui était de le marginaliser à partir d'une époque, pensez bien, il a été classé, et je vous le dis, je le prends comme un compliment, moi, en regard de ce que le monde est devenu, de ces 30, 40 dernières années, de ce que le monde est devenu, oui, je le prends comme un compliment. Oui, on l'a vu comme un stalinien. Et Loïc, à ce sujet, il écrit, je reprends, que la démarche clouscardienne s'inscrit dans une opposition réelle à l'encontre de ce qu'il est convenu de nommer le diamate stalinien.
et aussi en opposition aussi à une dialectique de la nature promue d'abord par Engels. Oui, une dialectique de la nature, qui, sous les cieux marxistes présents, j'ai pu comprendre que ça ne faisait pas l'unanimité. Ce sera peut-être, l'objet d'un autre débat, un de ces jours. On s'efforcera là aussi de faire de notre mieux. Mais je tenais à le préciser, ça. Je pense qu'on a saisi opposition aussi bien par rapport, oui, à un mécanisme stalinien qu'opposition par rapport à ce qui a donné la French Theory, hein. Je vous avais présenté cet autre livre d'Émeric Monville, qui signe aussi le texte de présentation de celui-ci, Émeric Monville, et ses compères, quand ils avaient sorti le Requiem sur la French Theory, hein. Eh bien, il y a aussi chez Kluskar opposition à cet esprit-là, à la French Theory. Et oui, avant d'aller plus loin, notre deuxième pause à présent, c'est que, oui, comment démarrer là-dessus sans, c'est vraiment sans chantage affectif aucun, mais si vous avez envie qu'on continue au-delà du 1er janvier, allez, j'irai encore une fois droit au but. Si vous avez envie qu'on soit toujours qu'on continue après le premier funeste Fred, que ça continue après le 1er janvier 2026, je pense que sans chantage affectif aucun, hein, n'allez pas penser. Hein, c'est le moment de me le dire, ou alors il faudra vous taire à jamais. Une fois de plus, il faudra vous taire à jamais. C'est que sans chantage affectif aucun, je dis bien, il y aura, allez, il y aura 8 ans. Le 19 janvier prochain, il y aura 8 ans que nous avons posté notre première vidéo. Pas notre premier numéro de Funeste Fret, hein, c'est le numéro 61, comme je le disais, de la série en cours. Oui, la série en cours, le 61. Mais force est d'avouer, pour tout vous avouer, il y aura 8 ans, en janvier prochain, que nous avons posté notre première vidéo sur cette plateforme. On ne peut pas dire que on parlait d'algorithmes il y a quelques minutes, on ne peut pas dire qu'ils soient franchement avec nous, les algorithmes, mais d'un autre côté, je ne me suis jamais aventuré à vouloir m'évaluer plus que ce que je devais valoir, oui, de ce que je valais en venant faire ce que je faisais sur cette plateforme, hein. Et je vous l'ai déjà signifié, ça aussi, je n'ai jamais cherché YouTube à en faire le centre, surtout pas, jamais. Le centre, je n'ai jamais cherché à en faire le centre de mon existence, mais bon, 8 ans, les algorithmes, pas vraiment. Dans notre sens, pas vraiment avec nous, hein. Bon, nous n'allons pas, pleurer, hein, de même que oui, si on me reproche de venir présenter ce genre de livre sur les GAFAM, c'est comme ça qu'on dit et qu'on sort, je n'irai pas geindre si un jour nous sommes victimes venant de ces classes possédantes d'une censure, hein. C'est clair que je n'irai pas geindre à ce moment-là, tant qu'on nous l'autorise, voilà, ça fait partie aussi de ce que Kluskar a appelé le capitalisme de la séduction dans le cadre de cette structure idéologique, oui, de cette superstructure, si vous préférez. Ça en fait partie, donc ne venez plus me faire ce reproche-là en regard de certaines de mes idées, mettons de certains livres que j'aime bien présenter, que j'aime, pour sûr, et j'insiste, ça sert à rien. Alors je ne sais pas, c'est que les années commencent tout doucement à s'accumuler, hein, et j'ai d'autres activités en dehors du net que j'aimerais bien, je l'espère encore pouvoir développer, d'autres activités. Et des fois, je me demande, je vous parlais encore de mes années à présent lointaines, c'était dans nos années 80 du siècle dernier. Quand j'étais en radio, les premiers temps que je parlais de bouquins, de bandes dessinées, surtout de neuvième art à l'époque, et
Oui, des fois, je me demande si le moment ne serait pas venu pour nous, l'audiovisuel, de tourner la page de l'audiovisuel et de nous consacrer essentiellement à ces autres activités, dont je pourrais vous entretenir si ça vous dit aussi. Si vous êtes désireux d'eux, hein, autrement, pour ça, si et seulement si vous êtes désireux, de ça. Alors, je m'interroge, sans chantage affectif aucun, ou alors vous taire à jamais, comme je le dis. Donc je me pose des questions, hein. Oui, je vous avais dit tout à l'heure que je parlais, je ne manquais, c'est que je ne manque pas d'idées, hein, pour ne rien vous cacher, comme je le disais tout à l'heure, je ne m'en sais pas les idées qui manquent pour élaborer des numéros dans le cadre de 2026 et encore après, et qui sait, bien après, ce ne sont pas les idées, les bouquins qui manquent pour ça. Mais des fois, je me demande si le moment n'est pas, et je n'ai pas le sentiment que nous allons encore durer des siècles, hein, que votre serviteur va encore durer des siècles. Alors il faut peut-être cibler, certaines choses, certaines priorités, et je ne vais pas à Clamecy en direct, mais voyez-vous, aujourd'hui, pour la première fois, vous savez, j'aime pas présenter, dès que ça fait un peu trop intello, professoral avec vous, j'ai horreur de ça, présenter à mon bureau, vous me présentez des bouquins dans cette posture professorale à mon bureau, j'ai horreur de ça, alors c'est par terre. Et pour la première fois par terre, eh ben, j'ai dû recourir aujourd'hui, c'est que j'ai dû poser oui, en dessous de mon cul, j'ai eu besoin de, pour l'enregistrement, de me poser un coussin par terre, on veut bien, mais par terre au bout d'un moment, oui, coussin, et à grand renfort aussi pour les articulations d'huiles essentielles. Voilà le non sportif, hein, qui a soin de se rappeler à nous ici aussi, c'est vrai. Donc, c'est le moment de me le dire. Alors, on retourne encore pour terminer notre aperçu du dernier livre de Loïc. On retourne une dernière fois dans Michel Clouscar, le nouveau livre de Loïc. Je vous ai lu ce fragment où il était question des gueules, des cahiers de Lénine sur la logique du philosophe allemand, de Georges Guillaume Frédéric, d'une autre carrure que le nôtre dans FF pour sûr. Georges Frédéric Guillaume. Alors, Michel Clouscar, il a vu le jour dans le département du Tarn en 1928. En 1928, notre philosophe voyait le jour, hein. Il nous a quittés en 2009, 80 ans tout rond. Michel Clouscar, sociologue, nous l'avons dit, sociologue, philosophe, dialecticien, d'inspiration marxiste. Oui, d'inspiration, et il faut bien se dire que au sujet, pour la question de la marginalité, quand il a commencé à s'exprimer, quand a débuté sa production livresque pour sûr, dans les années fin 60, début 70, avec son être et le code, et puis le capitalisme de la séduction, et puis il y aurait les autres, nous n'allons pas tous les citer, les dégâts de la pratique libérale libertaire, etc., hein. Quand il a commencé à s'exprimer, nous étions dans cette décennie décade 70, et on l'oublie volontiers aujourd'hui, paradoxal, hein, pour sûr, cette décade de 1970 où les classes possédantes, on en parlait, c'est qu'elles ont eu la pétoche, hein, un moment après le Vietnam. Elles le confiaient volontiers au sein des classes possédantes, oui. Peut-être pas dans les élites intellectuelles ou de façon détournée, hein, chez les élites, mais au sein des classes possédantes, pour sûr, ils avaient la pétoche. Ils n'avaient jamais été alors aussi convaincus que le socialisme après le Vietnam. Ils n'avaient jamais été aussi persuadés qu'à ce moment-là que le socialisme était sur le point de l'emporter. Ça, c'était après le Vietnam, et on était dans les années 70, la décade précédant celle qui allait se clôturer par la chute du mur. Et
si elle était inéluctable, celle-ci, ce n'est pas au cœur, ce n'est pas le débat, on n'a pas le temps, au cœur de ce numéro, mais voilà, Kluskar, il arrive dans cette, décennie où de plus en plus on va préparer le terrain pour ça, pour ce qui viendra dans les années 80, ne serait-ce que l'association, noircir le tableau, noircir le marxisme dans la tête des gens, hein, par tous les canaux possibles, je ne vous fais pas de dessin, par tous les canaux possibles et imaginables. Le marxisme dit sur toute son étendue, je dis bien, et Kluskar, il arrive à ce moment-là, alors qu'il y a, dans le champ de l'après-structuralisme, et nous ne parlerons pas même de ceux qu'on a appelés les nouveaux philosophes, qui étaient plus des gérants de succursales que des auteurs ou des philosophes. Voilà, devenus tout au plus ce qu'on nommera, en restant gentil, des personnages médiatiques, des bouffons, allez, hein, au sein des nouveaux philosophes, non, hein, pas la peine de s'étendre sur eux, mais il y a des auteurs comme ça qui disent avoir dépassé le marxisme, l'avoir dépassé, avoir trouvé droit au but, une fois encore, résumé profane, schématiquement, trouver des voies plus subversives, plus radicales, plus révolutionnaires. Dans le champ intellectuel, dans ce qu'on a appelé tout un temps le monde libre, dans le champ intellectuel occidental, oui, des voies plus subversives, plus radicales que le marxisme, en s'entichant volontiers ou pas, mais le plus souvent en s'entichant oui, des écrits impérissables de celui qu'on allait commencer dans cette décennie aussi à voir, alors même qu'il confessait dans un de ses livres n'avoir jamais pu lire, d'avoir pu venir à bout du Capital. Il avait confessé ça dans un de ses bouquins, le prix Nobel de littérature, le prix de la Banque de Suède 1970. Vous irez voir au besoin, facilement identifiable, pas la peine de le mentionner. Oui, désigné à partir de là comme le spécialiste numéro un mondial du marxisme, de l'approche des socialismes réels, qui ne pouvait être ramené qu'à ça, hein, à son expérience carcérale à lui, au champ carcéral du goulag. Voilà, on ne peut pas dire qu'il y ait eu sur le coup un grand souci de recontextualisation dans le champ historique, dans le monde occidental, et les marxistes, et là je dis pas seulement dans les rangs du PCF, par extension, on ne peut pas dire qu'ils ont été brillants, ils se sont mollement défendus. Quand on l'a mis à la mode, quand on en a fait le spécialiste mondial du socialisme, du marxisme dans toutes ses variantes et dans toutes ses nuances, ne pouvant, je cite, aboutir à l'extinction du genre humain, en gros, voilà, hein. Ben oui, le spécialiste numéro un qui nous sortait aussi de ces comptabilités morbides, sur les socialismes réels, au sujet desquels, de même il reviendra, fût-ce du bout des lèvres ou, de façon purement accidentelle, je ne sais pas, mais il est revenu sur ces chiffres déments, à un moment, hein, notre spécialiste numéro un du marxisme en Occident, et il est vrai qu'aujourd'hui, j'aurais tort de m'acharner sur lui, car j'ai pu comprendre, oui, on ne faisait plus de distinction à l'heure qu'il est, hein. Il est emporté lui aussi dans le raz-de-marée raciste, dans la déferlante raciste anti-russe, c'est clair, on ne fait plus le détail. Mais à cette époque-là, il était encore perçu comme ça, avec ses exercices de comptabilité morbide, complètement dément, au sujet desquels il est lui-même revenu. À l'époque du retour dans son pays, il faut croire alors que ça n'a retenu l'attention de personne, à part celle de votre serviteur, mais bon, et ça n'a pas empêché, on a continué à écouler à des millions d'exemplaires ces bouquins, avec ses déclarations et partant ses comptabilités démentes, et ça continue à circuler tous les jours que les dieux font, par des dizaines de millions de canaux. Et
pour vous dire que oui, les marxistes alors, la plupart du temps, se sont fort mal, défendus, se contentant de sortir à l'adresse de l'intéressé et de ses émules. Et il y en a eu pas mal, hein, imitateurs, émules, de tous ces suiveurs, se contentant de balancer des épithètes bateaux tout à fait, stériles, contre-productives, stériles ou qui qui revenait à se rabattre sur un, comme dirait, Émeric Monville, à se rabattre sur un ontologisme naïf, parce qu'il y avait falsification de l'histoire, laissant à penser que parce qu'il y avait, fal en gros falsification de l'histoire, et oui, il y avait falsification de l'histoire, hein, et plus d'un contemporain russe de, l'intéressé, heu heu, oui, aura cette réaction, falsification, parce qu'il y avait falsification de l'histoire, il fallait en déduire elle n'allait nullement s'imposer. Eh bien non, non, justement, elle s'est imposée, hein, ça fait partie aujourd'hui, ces comptabilités perverses démentes font partie de l'idéologie dominante quand il n'est pas question, des fois, trembler de les voir, oui, de les voir inclure au sein du champ, par le oui, par le biais législatif. Mmh. Alors, et oui, très, très mal défendu en vérité. C'est dans ce contexte-là que Clouscar est arrivé. C'était aussi la décade des Khmers qui n'a rien arrangé au Cambodge, qui n'avait pas grand-chose, de marxiste, hein. Quand on y regarde bien de près, c'était des écolos complètement, fêlés, complètement, dément sur le terrain, mais bon, on s'est empressé, hein. On ne faisait plus dans le détail à partir d'un moment, on mettait, oui, toujours tout dans le même sac, tout le socialisme, tout ce qui pouvait d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin, se rapprocher du marxisme était assimilé, hem, oui, oui, au mal absolu, dans le but aussi d'associer toute idée de révolution à une catastrophe, hein. Ça, on pouvait le rappeler aussi au passage, et c'est dans ce on peut comprendre pourquoi, on a parlé de marginalité au sujet de l'entreprise, clouscardienne, hein, de cette longue traversée dans le désert, et pourquoi Loïc, et on terminera là-dessus, estime que son livre, à juste titre, il estime que son livre s'inscrit dans ce qu'on verra comme une perspective, comme une réhabilitation à partir des années 2000, de l'œuvre, clouscardienne. Voilà, de Michel Clouscar, depuis la première décennie de ce siècle, hein, et bravo à Loïc en tout cas, Herr Doctor, hein, bravo à toi, hein, si je peux me permettre, hein, avec, notre fantaisie coutumière, Herr Doctor, mais nous le pensons, c'est tout, oui, tout de façon tout à fait sincère. Et avant de clôturer, eh bien, je peux vous lire un petit fragment du texte de présentation d'Aymeric Monville. Et oui, c'est la pensée de Michel Écluscar, si vous me permettez encore, elle m'aura permis de faire la lumière sur un, à titre, stricto, oui, oui, à titre tout à fait perso, de faire la lumière sur pas mal d'éléments ayant jalonné mon parcours, de choses qui nous sont arrivées dans notre milieu, en famille, sur des choix, sans me sentir jugé, blâmé pour autant, sur des choix, par rapport à nos origines, des choix par rapport, ce que nous avons fait, des décisions, des choix que nous avons faits à partir, d'une époque, pourquoi, aussi j'ai le sentiment que si je suis revenu à certaines, oui, si je suis revenu à certaines de ces idées qui, doivent, je l'espère, transparaître dans certains de nos numéros, c'est que c'est notamment dans l'espoir de ne pas voir se reproduire des parcours comme celui, des vies comme celle de votre serviteur, aussi, confuses et tristes sur le plan, des rapports à la connaissance.
Oui, on parlait tantôt d'une perte de contact, d'une évacuation de toute approche, politico-philosophique, par rapport au champ de la connaissance oui, hein, et bien ici, c'est pareil, j'éprouve il y a ce souhait chez moi, mais je pense que, au regard au regard de faits d'actualité, mais pas, vous l'aurez saisi, dans le sens souhaité, de moi, ce ne sera pas, bien difficile. Ça a déjà commencé. Ne pas voir se reproduire des parcours dans le rapport au savoir aussi chaotique, que le mien. Mais on y reviendra le cas échéant et oui, c'est une façon de s'exprimer encore une fois. J'ai pu voir, par moments, en Michel Clouscar comme un biographe. Oui, quelque part, je dis bien quelque part, comme un biographe. J'y reviendrai sur cet aspect-là aujourd'hui, on n'a plus trop le temps, hein. J'aimerais surtout saluer la réussite de notre ami, en même temps et la parution de son livre qui est sa thèse. Je crois que ça, tout le monde l'aura compris. Oui, ici, voilà, c'est ça que je voulais vous lire. La soutenance de cette thèse de notre ami, c'était le 24 juin de cette année à l'université de Paris-Nanterre. C'est dans la présentation d'Émeric Monville du livre. Et alors là, le jury était composé de Stéphane Habert, qui était directeur de thèse, Estelle Ferrarez, Alexis Pouquier et Laurent Perrault. Et ensuite, Émeric, comme ça, passe en revue les interventions de ceux que nous venons d'inventorier, dont nous avons cité les noms et qui se sont aussi exprimés sur comment ils s'étaient sentis dans des champs de leurs compétences, en quoi ça les avait interpellés, la thèse de Loïc. Et au terme de ces riches échanges, voilà, on terminera là-dessus, le jury a unanimement reconnu la thèse de Loïc Chéniaud comme une contribution importante à la fois à l'histoire de la pensée marxiste. Hmm. Ce n'est pas rien au regard de tout ce qu'on a dit, un processus de diabolisation, tout dans le même sac, hein, dans le champ marxiste, hein, et la thèse de Loïc Chéniaud en tant que contribution importante pour ça aussi, pour la théorie critique contemporaine, par extension. Ce travail offre non seulement la reconstruction la plus complète et sophistiquée disponible à ce jour de l'œuvre de Kluskar, mais aussi des outils conceptuels précieux pour qui entend penser les contradictions du capitalisme à l'ère numérique. Voilà. Encore bravo à toi, Loïc, Herr Doctor. Et je tenais à le dire une fois, c'est que Kluskar aussi, d'une certaine façon, m'a fait comprendre pourquoi à un moment, voilà, droit au but. Faisons court, très court, d'autant que c'est la fin. Hein, j'ai pu avoir des rapports divers avec ses disciples, mais j'atteste que je n'ai jamais eu aucun problème à titre personnel avec Loïc, que je tenais à le dire dans l'hypothèse où certains s'aventureraient pour leur part à vouloir faire circuler certaines choses. Je préfère le dire carrément je tenais à le dire dans le cadre d'un de nos numéros. Voilà, nous disions du capitalisme à l'ère numérique. À bientôt. Merci à vous.